Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais commencer par remercier l'Académie pour m'avoir invité ici aujourd'hui. Vous parlez d'un sujet qui est en train de gagner d'importance dans le monde entier. C'est le dividende démographique. Je voudrais commencer par préciser que je ne parle pas au nom de l'Université de Thiès. Je ne suis pas employé de l'Université de Thiès. Je suis un conseiller au centre qui fait ce travail. Je joue le rôle de mentor là-bas et je les aide à mobiliser les ressources pour continuer ce travail important où malheureusement il n'y a pas beaucoup de ressources internes qui y vont. Donc je voudrais commencer par faire cette précision. Je suis aussi tenté de commencer ma présentation par répondre à la question mythe ou réalité en disant on ne sait pas encore. Comme vous le verrez, on est au début d'un processus qui va durer des dizaines d'années et il prendra un peu de temps quand même pour pouvoir voir si les politiques sont en train d'avoir leurs effets. Très brièvement, voilà ce dont je vais parler et essayer de répondre à la question vers la fin. Le concept de dividende démographique a pris de l'ampleur à partir des années 2010, 2013, quand on était en train de développer l'agenda 2063 qui a été lancé, je crois, en 2015. Ce concept a été reconnu comme un levier qui pouvait aider à accélérer la croissance démographique. En 2017 a été désigné comme année du dividende démographique et le document que vous voyez à gauche, c'est la feuille de route préparée par l'Union africaine et qui a été lancée en 2017 et tous les pays ont été suppliés de voir comment adapter cette feuille de route pour satisfaire leurs propres besoins et utiliser les recommandations pour accélérer leur développement économique. Ce concept est lié à un autre qui est la transition démographique. C'est le passage de taux de natalité et de mortalité très élevés à des niveaux sensiblement plus faibles. Dans le temps, ça prend beaucoup de temps. On part d'un équilibre ancien où des niveaux de mortalité très élevés déterminent le niveau de natalité. Il y a beaucoup dans ces périodes, il y a beaucoup de catastrophes démographiques, des populations entières disparaissent. À un moment donné, un déséquilibre a lieu avec les changements dans le domaine de la santé, de l'assainissement, du développement économique, par une baisse de la mortalité qui est suivie plus ou moins avec un décalage temporel réel par une baisse de la fécondité. Et c'est pendant cette période que la population s'accroît très vite. Et
à la fin, nous avons un équilibre nouveau, c'est la situation des pays actuellement industrialisés. En image, la période de pré-transition, c'est là où la mortalité et la fécondité sont plus ou moins très proches et tout peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est ce qui justifiait dans le passé la peur de la disparition de la lignée, des clans, des populations entières disparaissaient quand il y avait une épidémie. La première phase de la transition commence par une baisse de la mortalité. Et quand les populations, les familles se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin d'avoir 10 enfants pour en avoir 3 qui survivent, la baisse de la fécondité suit. Mais cette baisse de la fécondité, plus tard, dépend de beaucoup d'autres facteurs qu'on va peut-être discuter, si le temps le permet. Et cette transition dure longtemps, mais la durée dépend des pays. Certains pays en Asie de l'Est l'ont fait en une trentaine d'années. Ça a été très rapide. Mais comme nous le verrons, c'est que la trajectoire dans laquelle nous sommes actuellement va prendre beaucoup de temps. La phase post-transition, c'est là où la population s'accroît moins vite et la fécondité et la mortalité sont à des niveaux bas. Et c'est le niveau atteint par la plupart des pays qui sont développés actuellement. Ceci, c'est la pyramide des âges. Ça, c'est un outil que nous, démographes, nous aimons bien parce que toute population peut être représentée de cette manière. On a en ligne, ça c'est le groupe d'âge, 0,4 ans, et vous avez par groupe de 5 ans jusqu'en haut. À gauche, vous avez les hommes, à droite, les femmes. Et sur ce tableau, sur ce graphique, j'ai présenté le pays qui a la fécondité la plus élevée du monde en 2017. Sept enfants par femme, c'est le Niger. Et la Corée du Sud, qui est à 1 enfant, 1,1 enfant par femme. Mais vous voyez la mortalité infanto-juvénile, qui est à 84 pour 1000 au Niger en 2017. Ici, il est de 3. Ça veut dire que 3 sur 1000 naissances vivantes, seulement 3 enfants décèdent avant leur 5e anniversaire. Pratiquement, les enfants ne meurent plus ici. OK? Là où se situe le Sénégal, j'ai essayé de placer le Sénégal entre le Niger et l'Inde. C'est là où nous sommes exactement. La mortalité avant 5 ans est de 56. Ça a beaucoup baissé extrêmement rapidement dans les années passées. Et la fécondité est à 4,6. Donc on est exactement à mi-chemin entre le Niger et l'Inde. Quand on regroupe par groupe d'âge moins de 15 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus, voilà comment ça se traduit quand nous partons de fécondité et mortalité élevée à fécondité et mortalité basse, Corée du Sud. 47%, 50% de la population du Niger a moins de 15 ans. La moitié de la population. 27%, 13% en Corée du Sud. Mais on voit que la population en âge de travailler
augmente de manière exponentielle. Donc, c'est en prenant la population de moins de 15 ans et la population de 65 ans et plus, divisée par la population en âge de travailler, en général, on parle de rapport de dépendance. Mais ce rapport n'est pas parfait parce que tout le monde ne travaille pas aux mêmes âges. Les taux de chômage sont plus élevés. C'est très varié d'un pays à l'autre. Donc il faut un outil un peu plus sophistiqué pour pouvoir mesurer cet aspect de l'économie. L'économie générationnelle, c'est ce qui est utilisé dans ce domaine pour étudier cette chose. Et c'est un mariage entre la démographie et l'économie. En général, c'est des équipes d'économistes et de démographes qui travaillent ensemble pour mettre en commun leur expertise pour pouvoir donner du sens dans les données qu'ils ont. Ils étudient la façon dont chaque individu dans une population donnée produit, consomme, partage et épargne les ressources. Et il est fondé sur l'existence universelle d'un cycle de vie, de consommation et de production, que nous verrons bientôt. Avec ce système, il est nécessaire de procéder à des transferts pour prendre en charge les besoins de ceux qui ne travaillent pas ou dont le produit du travail ne peut pas couvrir la consommation. Et la matière première pour cette science, c'est les profils de consommation et de revenus selon l'âge, qui sont fournis par les enquêtes sur la consommation des ménages, menées dans tous les pays pratiquement par les directions de statistiques et ici par l'ANSD. L'enquête que nous avons, et vous allez voir ces données, ou bien vous êtes en train de les voir depuis une dizaine d'années, c'est la dernière enquête que nous avons qui nous permet de faire de ce travail. Depuis 2011, le Sénégal n'a pas fait une enquête qui permet d'aller plus loin que ce que nous avons en 2011. Excepté, il y a une enquête qui a été menée par l'UEMOA en 2018 et dont les données ne sont pas encore disponibles. Donc ça c'est 2011, donc c'est un peu décalé de la réalité. Mais ce que vous voyez ici, c'est que tout le monde consomme, bien sûr. De la naissance, le bébé en fait coûtait en ce moment un peu plus de 200 000 francs par année. La consommation augmente jusqu'aux âges universitaires, vers les 25 ans. Et il y a un plateau et ça commence à baisser avec le temps. Ça, c'est l'âge. Et la consommation en francs CFA. Le revenu. Donc, le revenu du ménage, le revenu individuel, là aussi, il y a un cycle de vie. En général, il n'y a pas de revenu avant l'âge de 10 ans. Ça augmente. Et ce que nous voyons ici, c'est que les enfants, jusqu'à 30 ans, le jeune Sénégalais est dépendant. Parce qu'il est déficitaire, il ne produit pas suffisamment pour prendre en compte tous ses besoins. La même chose pour les personnes âgées de plus de 63 ans. C'est entre 30 ans et 63 ans que les travailleurs produisent suffisamment pour prendre leur propre consommation en charge et dégager un surplus. Ça, c'est le surplus maintenant qui doit être divisé pour prendre en charge les besoins des deux déficits. Donc, quand nous multiplions ces profils moyens par âge, par la pyramide des âges que nous avons, les nombres, les chiffres qui sont dans les pyramides que nous venons de voir, voilà ce que ça nous donne.
En bleu, vous avez la consommation agrégée. Et cette fois, en milliards. Et le revenu agrégé. Et ça, c'est le surplus qui doit couvrir tout ce déficit. Et c'est ça le défi que nous avons. C'est résumé dans ce tableau. Le déficit des jeunes de 0 à 29 ans en 2011 était de 3 237 milliards. Le déficit des seniors 65 ans et plus était de 162 milliards. Le surplus dégagé par les travailleurs était de 1260 milliards, soit un déficit total de 2139 milliards. Et en 2011, ce déficit est financé par l'apport en partie des migrants. La diaspora envoie beaucoup d'argent au Sénégal. En 2011, le montant est estimé à 936 milliards. Mais si vous ajoutez ça si vous enlevez ça de ce déficit, vous avez toujours un déficit de 1200 et quelques milliards. Donc, quand on parle de la dette, il faut être conscient de ça. Quand on ne produit pas suffisamment pour couvrir ses besoins de base, nourriture, éducation, santé, à moins de s'endetter, on ne peut pas investir. Parce que même les besoins de base ne sont pas couverts. Donc, le ratio de soutien, pour mesurer, l'instrument de mesure, c'est le ratio de soutien, qui est le nombre de travailleurs par habitant. Bon, la formule, c'est un peu plus complexe que ça, mais en résumé, c'est ça. C'est le nombre de travailleurs par habitant. Et plus la densité de travailleurs est élevée, c'est-à-dire un ratio de soutien élevé, mieux l'économie se porte. Ceci aussi est valable au niveau du ménage. Un ménage avec un seul travailleur n'a pas la même condition qu'un ménage où 3 ou 4 personnes travaillent. Ce ratio de soutien change avec l'étape où on est dans la transition démographique. Et le premier dividende démographique, parce qu'il y en a deux, le premier dividende, c'est le taux d'accroissement de ce ratio de soutien. C'est le bonus qui provient du fait que la population en âge de travail, ou bien la population qui travaille, augmente plus vite que la population qui consomme, mais qui ne travaille pas. Ce ratio de soutien, on dit que vous entendez souvent parler d'une fenêtre d'opportunité, que c'est ouvert ou bien que c'est fermé. La fenêtre d'opportunité pour le dividende démographique est dite ouverte quand ce ratio de soutien augmente, quand la population en âge de travailler augmente plus vite que la population qui ne travaille pas. Et d'après les données d'enquête que nous avons actuellement, cette fenêtre est ouverte. Ça, c'est tous les pays de l'UEMOA. La fenêtre est ouverte un peu partout, excepté au Niger, où elle sera ouverte seulement en 2030, d'après les estimations. Ça, ce sont les hypothèses des Nations Unies, parce que pour voir ce qui se passe d'ici 2100, les Nations Unies ont un bureau qui ne fait que ça, travailler sur l'estimation, la projection de la population, les projections démographiques. Et ils ont deux extrêmes, une fécondité plus ou moins basse, qui descend un peu plus vite que ce que nous avons observé dans le passé, une fécondité élevée, et il y a un scénario intermédiaire qui est plus probable. Mais je voulais montrer ici les deux extrêmes. Dans
l'hypothèse la plus basse des Nations Unies, la fenêtre d'opportunité qui a été ouverte au Sénégal depuis 1999 sera encore ouverte en 2070. Donc, nous avons encore 50 ans d'ouverture de cette fenêtre. Et dans l'hypothèse d'une fécondité qui ne varie pas, qui ne change pas beaucoup, qui change moins, jusqu'à 2100, cette fenêtre sera ouverte. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre, dire que souvent on a le temps. C'est maintenant qu'il faut faire les investissements qu'il faut pour pouvoir bénéficier du dividende démographique et le maximiser. Parce que les investissements demandés, c'est des investissements à très long terme qui prennent du temps. Donc le dividende démographique, par définition, c'est l'accélération de la croissance économique qui peut résulter des changements de la structure par âge consécutive à une baisse rapide de la fécondité. Quand la fécondité baisse, le nombre de travailleurs augmente plus rapidement que celui des dépendants. Ainsi, des ressources sont libérées pour être investies dans les domaines aptes à accélérer la croissance économique. Donc, le dividende démographique est vu comme un levier additionnel dans l'effort de développement. Je voudrais souligner cet aspect qui peut résulter. Parce que souvent, nos dirigeants pensent que c'est automatique. Ils disent « Ah, nous avons beaucoup de jeunes, nous sommes heureux, nous sommes... » Alors que avoir beaucoup de jeunes, en fait, peut vous mener à la catastrophe si vous ne parvenez pas à les satisfaire. Il n'y a rien de pire qu'une jeunesse frustrée. On l'a vu avec le printemps arabe. Et malheureusement, l'outil qui prévalait dans le passé, la plupart des populations qui commençaient à déborder leurs ressources, migraient ailleurs. C'est comme ça que l'Amérique a été occupée. Beaucoup de pays ont été occupés. Mais nous n'avons pas ce luxe de migration. Actuellement, les pays sont en train de fermer leurs portes. Et quand une marmite bout et que la vapeur ne parvient pas à s'échapper, c'est l'explosion qui suit. Et c'est le danger que nous courons si nous ne prenons pas très sérieusement en compte les besoins de ces jeunes. Les effets immédiats, le premier dividende, il est temporaire et de moindre ampleur. Il y a un risque de dilution si la baisse de la fécondité est trop lente. Il est insignifiant sans la création d'emplois décents en nombre suffisant. Nous savons que 80% de nos emplois sont dans le secteur informel et ne sont pas productifs du tout. Et ça, il faut que ça change. Et les effets à long terme, c'est le deuxième dividende qu'on appelle aussi dividende de longévité. Quand ces jeunes travailleurs qui ont un job, un bon job, des emplois décents, commencent maintenant à pouvoir s'en sortir et à épargner, on a un second dividende qui est plus substantiel et permanent. Il dépend de la façon dont les ressources mobilisées dans la première phase sont investies, mais il dépend surtout de la productivité et de la compétitivité de la force de travail, de sa capacité d'épargne et d'investissement pour la retraite. Maintenant, la retraite, tout le monde en a peur parce qu'on va à la retraite, on n'a pas les moyens de survivre. Donc, on dépend des enfants. Ceux qui n'en ont pas, souvent, ont des problèmes pendant la retraite. Donc, les déterminants de l'importance du dividende démographique, c'est la qualité du capital humain et la productivité du travail, la capacité de créer des emplois décents et productifs et la rapidité de la transition démographique. Donc, que faut-il faire pour bénéficier du dividende démographique? C'est comment adresser ces trois déterminants. Les options politiques, le développement du capital humain, ça c'est... parce qu'actuellement, quand on parle du problème des jeunes, il y a les urgences
c'est créer des emplois rapidement, absorber toute cette masse de jeunes qui est là, mais la plupart non éduqués, sans compétences techniques bien déterminées et tout ça. Donc, mais développement du capital humain, c'est un effort à très, très long terme. Quand vous voyez, mais si vous commencez à faire les investissements, d'ici 50 ans, c'est sûr que vous allez avoir des résultats probants. Et il faut commencer, en fait, avant la naissance des enfants. C'est la santé maternelle qui est prioritaire. Une mère en bonne santé, bien nourrie, bien prise en charge, avec tout le suivi nécessaire, donne généralement, et la science le prouve, naissance à des enfants qui ont un bon départ dans leur vie. Maintenant, il faut s'occuper de leur santé, de leur nutrition et de leur éducation. Mais ça, c'est un effort à très long terme. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer. La création d'emplois descend à haut potentiel de valeur ajoutée. Bien sûr, quand on ne produit pas suffisamment, il faut stimuler nécessairement le privé. Ce n'est pas l'État qui va créer les emplois. Le rôle de l'État, c'est de créer un environnement propice pour que le secteur privé puisse faire son travail. Investir dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et développer l'entrepreneuriat jeune. L'accélération de la transition démographique, il s'agit d'abord d'accélérer la baisse de la mortalité. Elle a beaucoup baissé, mais comme on le voyait, on est encore à 56 enfants qui meurent sur 1000 avant leur 5e anniversaire. On peut aller à 3, comme dans les autres pays. Le taux le plus bas observé pour le moment, c'est 2, parce que 2 enfants qui meurent sur 1000 avant le 5e anniversaire. On est à 56. Donc, ben, le défi là-bas, c'est la mortalité néonatale. C'est la mortalité dans le premier mois suivant la naissance. Aussi, généraliser l'éducation des filles et leur maintien à l'école. Je pense que toutes les filles doivent finir l'école secondaire avant de se marier, avant de commencer à avoir des enfants. Ça leur donne les opportunités aussi autant que les garçons et aussi finalement permettre aux couples d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent quand ils le veulent. Ça, c'est comme on l'a vu, quand la mortalité baisse, automatiquement les couples commencent à réduire le nombre d'enfants qu'ils ont pour avoir le nombre désiré. Il y a d'autres investissements stratégiques, bien sûr, en addition à ces autres investissements, les infrastructures, éviter une concentration géographique excessive des opportunités comme nous avons actuellement. Tout est concentré entre Dakar et Thiès. L'essentiel de l'économie est ici. Donc cette idée du PSE de développer des pôles économiques est extrêmement importante, mais ça prend du temps. La protection sociale pour aider les populations qui sont en train d'être laissées derrière, au moins de pouvoir éduquer leurs enfants et de bénéficier de ces changements positifs. Et surtout une gouvernance vertueuse. Il faut une administration publique moderne, efficace, à même d'éradiquer la corruption, assurer une affectation optimale des ressources, renforcer l'état de droit et garantir la paix sociale. Sans la paix sociale, tout ça, c'est zéro. On n'ira nulle part. Donc le Sénégal est à la croisée des chemins et son grand défi, c'est de satisfaire une forte demande sociale en croissance rapide et en même temps investir dans le futur. Comme nous l'avons vu dans le tableau qu'on vient de voir, ceci n'est pas possible sans s'endetter. Mais la présentation du professeur Ly nous encourage que
si les produits du pétrole et du gaz sont bien gérés, on peut résoudre ces problèmes. On pourrait être vraiment très bien parti pour faire tous ces investissements dont nous parlons. Le PSE a été conçu en fait pour relever ce défi. Le plan Sénégal émergent. La première phase, 2014-2018, a eu des résultats probants. Et pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, la croissance économique a dépassé de loin la croissance démographique pendant 5 années successives. La population se croît à peu près à 2,5-2,7% par an, alors qu'on avait une croissance moyenne de 6,6% durant cette période. La phase 2, de 2019 à 2023, veut amener cette croissance annuelle à 9%. Maintenant, comment il compte le faire? Donc, c'est lever les contraintes qui pourraient entraver la capture du dividende démographique, entre autres. Il y a beaucoup d'autres facteurs et d'autres politiques, mais je me concentre sur ces points parce que on parle du dividende démographique. Donc, il y a le développement du capital humain dont on a parlé, la création d'emplois décents dont on a parlé, l'accélération de la transition démographique dont on a parlé. Et quand vous regardez le programme d'action prioritaire 2019-2023, tout est bien détaillé, ce qui doit être fait dans ce domaine. Donc, il n'y a rien à dire. Maintenant, la question, est-ce que ça va être fait? C'est ça la question. Mais tout est vraiment très clairement défini, très clairement énoncé. Les chiffres sont là, tout est là. Maintenant, moi, je voulais, pour terminer, parler quand même de cette question d'accélération de la transition démographique qui est controversée, mais aussi qui n'est pas évidente. Et on va regarder ce qui s'est passé parce que récemment, pourquoi ils veulent accélérer la transition démographique? D'abord, c'est parce que l'évolution, la population du Sénégal, la fécondité, ça c'est le nombre d'enfants par femme. Au Kenya, au Sénégal en vert, Cap-Vert en rouge et Tunisie en bas. Au Sénégal, ce que nous observons, à peu près 7 enfants par femme en 1960. On était au même niveau que le Cap-Vert et la Tunisie. Jusque vers 80-85, la fécondité a augmenté plus ou moins, légèrement. Et une baisse depuis 7 ans, jusque vers 2010, où il y a un nivellement qui a eu lieu. Et nous avons constaté une baisse qui est en train de s'amorcer depuis plus ou moins 3 ans, 4 ans. Et la fécondité est à 4,6 actuellement. 4,6 enfants par femme. Et le Kenya qui avait commencé à 7, le Kenya et le Rwanda sont les 2 pays en Afrique qui ont enregistré le taux de fécondité les plus élevés. Jamais enregistré depuis qu'on a commencé à collecter des données. C'était 8,2 au Kenya vers 78 et 8,4 au Rwanda. Donc on n'est jamais arrivé à ce niveau. Et ces pays, vous voyez la différence. Donc le Sénégal est resté en haut, on est à 4,6 contre 2,2. Depuis 1986, nous avons l'enquête démographique et de santé qui collecte régulièrement des données. De 1986 à 2017, la fécondité est passée du Sénégal de 6,6 à 4,6 enfants. C'est 31 années. Ça a pris 30 ans, 31 ans. Ce même changement a eu lieu au Kenya en 20 ans, au Cap-Vert en 17 ans
et en Tunisie en 13 ans. Donc c'est pourquoi, je pense, le PSE considère que cette baisse est très lente en comparaison avec les autres pays. Et l'objectif stratégique 7 du plan d'action prioritaire, c'est accélérer le rythme de la transition démographique, espérant que l'indice synthétique de fécondité, le nombre d'enfants par femme, va passer de 4,6 en 2017 à 4 en 2023. Comment? Par la promotion de la planification familiale. Mais la promotion de la planification familiale. Mais on sait quelque chose parce qu'on collecte beaucoup de données sur la planification familiale depuis 1986. Donc je voulais voir, pour terminer, comment ce qui s'est passé avec cette expérience. Voici les données que nous avons depuis 1986 jusqu'en 2017 sur la planification familiale. Ça, c'est la proportion de femmes mariées qui utilisent une méthode de contraception moderne en milieu urbain, en milieu rural et l'ensemble du Sénégal. Vous voyez les changements qui ont eu lieu. Et en fait, en 2011, le partenariat de Ouagadougou a été lancé. Le partenariat de Ouagadougou, c'est un partenariat des 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest pour accélérer la planification familiale dans leur pays. Et depuis 2011, de 2011 à 2017, en 6 ans, les gains réalisés sont supérieurs aux gains qui ont été réalisés les 25 années précédentes, de 1986 à 2010. Donc en 6 ans, il y a eu des changements extraordinaires. Mais ces changements, est-ce que ça a changé la fécondité? Voilà ce que nous avons. Il y a eu, depuis 2011, il y a eu une baisse réelle de la fécondité, mais c'est seulement limité dans le milieu urbain, qui entraîne aussi la moyenne nationale. Mais dans le milieu rural, pratiquement, ça n'a pas bougé. OK? Donc, ce qui veut dire qu'il y a 2 possibilités. Dans le milieu rural, la planification familiale moderne est en train d'être utilisée pour, en substitution à des méthodes anciennes d'espacement des naissances, comme la séparation des épouses et d'autres choses. Il y a aussi une possibilité, c'est que comme cette introduction est récente, nous n'avons pas encore eu le temps de voir les conséquences de ces changements. Donc, il nous faut du temps. Il faut du temps et le temps nous dira dans les années à venir parce que les enquêtes vont continuer et nous pourrons dire. Mais aussi, il y a le fait que les Sénégalais veulent avoir beaucoup d'enfants. Ça, c'est le nombre d'enfants, le nombre idéal d'enfants désirés par les femmes, à peu près 5 enfants, et les hommes, 7 enfants. Et ça n'a pas bougé depuis 2005. Toutes les enquêtes montrent la même chose. Mais souvent, les démographes disent que cet indicateur n'est pas bon. Parce que les gens ont tendance à justifier le nombre d'enfants qu'ils ont en donnant un chiffre qui est similaire. Donc, bon, nous avons essayé de regarder une autre façon de mesurer cela en demandant aux femmes, est-ce que vous voulez un enfant additionnel? Et quand on prend le niveau, je vais vous montrer ça, nous avons demandé aux femmes, est-ce que vous voulez un enfant additionnel? Et nous regardons le nombre d'enfants qu'ils ont. Pour les femmes qui ont 5 enfants, c'est-à-dire le niveau de fécondité que nous avons maintenant, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de changement sur la proportion qui dit ne plus vouloir d'enfants.
un tiers, un peu plus d'un tiers, dit qu'ils ne veulent plus d'enfants. Mais ça n'a pas changé. Si la demande d'enfants changeait, ça allait augmenter d'une enquête à l'autre. Mais c'est pratiquement constant. Et la même chose est valable avec celles qui ont 4 enfants. Déjà vivants. Donc, pour la question mythe ou réalité, la fenêtre d'opportunité est ouverte depuis la fin des années 90. Elle restera ouverte pendant au moins 50 ans. Il y a une feuille de route nationale développée, bien ficelée. Il y a la mise en place d'un observatoire national du dividende démographique. Je pense que l'arrêté a été signé il y a 2 ou 3 semaines. Donc nous sommes vraiment en début de processus. Il y a une expertise disponible à l'Université de Thiès. Les outils sont développés et testés avec l'enquête de 2011 et tout ça. On est prêt à répondre à la question. Mais il y a un besoin urgent de données sur la consommation des ménages. Depuis 2011, on n'en a pas. L'enquête harmonisée de l'UEMOA de 2018, certainement va nous donner une situation de base pour 2018, pour pouvoir voir ce qui se passe avec le plan d'action prioritaire à la fin de ce plan en 2023. Je pense qu'un grand problème, ça c'est mon dernier slide, un grand problème que nous avons, c'est une expertise insuffisante. Il y a une équipe de renommée continentale qui est basée à Thiès, au CREFAT, et 24 pays sont venus se faire former au Sénégal. Je pense que le dernier pays qui est venu, c'était en février, début février. C'est en début février. La RDC, même qui ne fait pas partie de l'espace UNFPA, est venue pour se faire former. Cette équipe est aussi de donner l'assistance technique pour la mise en place d'observatoires nationaux dans les 6 pays. Et comme je viens de le dire, dans les 6 pays Suède. Et Suède, c'est le Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend. C'est une initiative à long terme qui regroupait 6 pays et financée par la Banque mondiale. Le Sénégal n'en faisait pas partie, mais il paraît que dans la prochaine phase, le Sénégal va rejoindre. Et il y a une discussion en cours pour la création de master en économie générationnelle. Tout ce travail a été fait grâce aux frais payés par les pays qui viennent se faire former. On n'a pas eu encore d'appui sur le plan national, d'appui vraiment en dehors des salaires des professeurs. Il n'y a pas, donc, toutes ces ressources sont mobilisées auprès du FNEAP et auprès des pays qui veulent venir et qui payent les droits pour se faire former. Donc, nous avons vraiment besoin d'un appui pour renforcer cette équipe et aussi pour former la prochaine génération de chercheurs qui vont continuer ce travail. Et je vous remercie.